Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la série sur le web design. Aujourd'hui, une vidéo consacrée au formulaire et plus particulièrement, on va s'intéresser à la validation instantanée. Alors, on va commencer par une démonstration. Ici, on a notre formulaire d'inscription et vous allez voir que dès que on va commencer à renseigner une valeur dans le premier champ, eh bien tout de suite, on va avoir un message d'erreur qui nous indique que pour l'instant, on ne satisfait pas la contrainte pour le nom d'utilisateur. Il faudrait que le nom d'utilisateur ait entre 6 et 12 caractères. Et dès que on va satisfaire la contrainte, le message d'erreur disparaît. Et ça va faire ça pour tous les champs. Alors ensuite, pour l'adresse email, à nouveau, dès qu'on commence à renseigner une valeur, on a le message d'erreur qui nous indique que pour l'instant, on n'a pas une adresse email valide. Et dès qu'on va renseigner une adresse email, on a le message d'erreur qui disparaît. Pour le mot de passe, on va avoir une contrainte un peu plus importante. Il va falloir renseigner ici des caractères alphanumériques entre 8 et 20 caractères et il va falloir également un caractère spécial. En plus, pour le mot de passe, on a également une autre contrainte. Il faut que la valeur du mot de passe et la valeur de la confirmation du mot de passe soient égales. Alors ici, on va rentrer par exemple test user 1, 2, 3 et au niveau du caractère spécial, on va rajouter un signe $. On a toujours l'erreur au niveau du champ pour la confirmation du mot de passe. On va venir renseigner le même mot de passe et l'erreur disparaît. Et enfin, on a un dernier champ pour le numéro de téléphone. Ici, on a deux possibilités. Soit on rentre le numéro standard, ou bien on peut le faire précéder de +33, qui est l'indicatif téléphonique pour la France. Cette fois-ci, on n'a plus aucune erreur dans nos champs. On peut cliquer sur le bouton s'inscrire et on a un message qui nous indique que l'inscription est validée. Alors voilà ce que l'on va faire ensemble. C'est assez sympa à réaliser et en plus, ça va nous permettre de retravailler les expressions régulières. On va aller dans VS Code et pour ce tutoriel, comme d'habitude, on va repartir de la structure de base que l'on avait créée dans la première vidéo. On a donc une structure de base pour le HTML, un reset pour le CSS et un fichier JavaScript vierge. Et on va commencer par le HTML. À l'intérieur du body, on va venir rajouter un formulaire. On n'a pas besoin d'action puisque on ne va pas véritablement communiquer avec le serveur. Et à l'intérieur de notre formulaire, eh bien, on va commencer par rajouter un H1 pour donner un titre à notre formulaire. Juste en dessous, on va mettre un H2 pour indiquer le message lorsque l'inscription est validée. On va le mettre directement dans le HTML et on va gérer son affichage avec CSS et JavaScript en utilisant des classes. Donc si on revient dans l'application terminée, le H2, c'est ce message qui s'affiche en vert que l'on obtient lorsque l'on va cliquer sur le bouton s'inscrire. Mais on va le mettre pour l'instant directement dans le HTML et juste en dessous, on va pouvoir rajouter nos différents champs. Alors pour ça, on va créer des divs avec une classe form group. Et à l'intérieur de chaque div, on va mettre d'abord un input. Alors pour le premier input, c'est le nom d'utilisateur, donc ça va être un input de type texte. On va pouvoir rajouter un identifiant, username. On va également rajouter l'attribut name et on va venir remettre ici username. Et vous allez voir par la suite avec JavaScript à quoi va nous servir cet attribut username. On pourrait rajouter également un placeholder. On va mettre nom d'utilisateur. Et enfin, on va rajouter l'attribut autocomplete que l'on va mettre à off pour empêcher la complétion automatique. Juste en dessous de notre input, on va mettre directement également dans le HTML notre message d'erreur que l'on va mettre dans un paragraphe et on va gérer par la suite son affichage en utilisant des classes en CSS et avec JavaScript. Au niveau du message, on va mettre le nom d'utilisateur doit contenir entre 6 et 12 caractères. Alors je vais venir dans l'application terminée et je vais
coller directement les autres formes groupes. Ça va nous éviter d'avoir à les retaper ensemble. Au final, c'est toujours la même chose. On a juste parfois le type d'input qui change. Pour le deuxième, en l'occurrence, c'est un email. À chaque fois, on change bien l'identifiant et la propriété name. On change le placeholder et on conserve toujours la propriété autocomplete qui reste à off. Et à chaque fois, on adapte le message d'erreur. Et enfin, juste en dessous des différents formes groupes, on n'oublie pas de rajouter le bouton. On pourrait rajouter ici un type submit, puisque on est dans un formulaire. On va également rajouter la propriété disabled, puisque par défaut, le bouton est désactivé. Il sera activé uniquement lorsque tous les champs seront valides. Donc si on revient dans l'application terminée, lorsque on recharge la page, normalement ici, si on essaye de cliquer sur le bouton, il est bien désactivé, puisque on n'a pas encore renseigné les valeurs dans les différents champs. Et c'est la raison pour laquelle ici on rajoute l'attribut disabled. Et au niveau du texte, on va juste mettre s'inscrire. Et c'est tout pour le HTML. On va pouvoir lancer notre fichier avec Live Server pour voir le résultat dans le navigateur. On va pouvoir styliser tout ça avec CSS. On va retourner dans VS Code. On va aller dans la feuille de style. Et on va commencer par le body. Comme d'habitude, on va faire en sorte que le body s'étende sur toute la hauteur de la page, donc 100% du viewport height. On va changer la couleur d'arrière-plan. On va également changer la couleur de la police pour mettre du blanc. Et on va changer la famille de police. Ensuite, on va venir mettre notre formulaire au milieu du body. Ça, on utilise un display flex. Et on va venir centrer le formulaire verticalement et horizontalement. Si on retourne dans le navigateur, on a bien la couleur d'arrière-plan qui a changé, la couleur de la police également, et on a notre formulaire qui est bien au milieu de la page. Alors justement, on va pouvoir styliser le formulaire. On va lui donner une largeur, on va dire 32 rem. Au niveau de la couleur d'arrière-plan, on va mettre tan. On va rajouter un peu de padding à l'intérieur du formulaire, on va mettre 2 rem. Et on va rajouter des arrondis dans les coins. Si on retourne dans le navigateur, voilà notre formulaire. Alors on va pouvoir styliser le H1, le titre. Et on va juste changer l'alignement du texte. On va venir le centrer. Et effectivement, on a bien notre titre qui est centré dans le formulaire. On va pouvoir faire la même chose pour le message de validation. Il s'agit d'un H2. À nouveau, on va changer l'alignement pour centrer le texte. Et comme il s'agit d'un message de validation, on va changer la couleur, on va mettre du vert. Et par défaut, ce message n'est pas censé apparaître. Il va apparaître uniquement lorsque on va cliquer sur le bouton s'inscrire, lorsque tous les champs sont validés. Donc par défaut, on va lui mettre un display none. Et on va le faire réapparaître uniquement lorsque on aura la classe valide sur le H2. Et on va venir rajouter cette classe par la suite avec JavaScript. Donc quand notre H2 aura une classe valide, on va venir remettre un display block. Alors pour l'instant, si on retourne dans le navigateur, effectivement, notre H2 a bien disparu. Ensuite, on va pouvoir s'occuper des formes groupes. On vient chercher toutes les divs qui ont une classe form group, et on va juste mettre des marges, 2 rem en haut et en bas, et 0 sur les côtés. Et donc si on retourne dans le navigateur, on a bien des espacements entre chaque form group. Ensuite, on va pouvoir s'occuper des inputs. On va faire en sorte que les inputs s'étendent sur toute la largeur du conteneur, donc 100%. On va rajouter un peu de padding à l'intérieur, 0,8 rem. On va rajouter également une marge en bas pour laisser un peu d'espace par rapport au paragraphe, donc au message d'erreur qui peut suivre. On va dire 0,2 rem. On va mettre des arrondis dans les coins de nos inputs.
0,8 rem. On va se débarrasser de la outline lorsque l'input est actif et on va également changer la taille de la police. On va mettre 0,8 rem. Si on retourne dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient pour nos inputs. Alors on va pouvoir changer la couleur de la bordure de l'input lorsque l'input est invalide. Donc pour ça, on prend notre div form-group et lorsqu'elle aura une classe invalide, eh bien on va venir modifier l'input qui se trouve directement à l'intérieur et on va rajouter une bordure, on va mettre 4 pixels solides, donc une bordure pleine, et au niveau de la couleur, on va mettre du rouge. Alors on pourrait tester ça tout de suite, on va venir dans le HTML par exemple, on va rajouter ici une classe invalide pour voir ce que ça donne. Si on retourne dans le navigateur, effectivement, on a bien une bordure rouge qui vient se mettre sur notre input qui est dans le premier form group. Donc on va pouvoir ici se débarrasser de la classe et on va pouvoir continuer. Justement, on va pouvoir styliser le paragraphe qui se trouve juste en dessous. On va aller dans la feuille de style. On va venir chercher le paragraphe. Au niveau de la couleur, on va mettre du rouge. On va changer l'épaisseur de la police. On va mettre du gras. Et exactement comme pour le H2, par défaut, les paragraphes ne vont pas apparaître. Donc on va mettre un display none par défaut. Et on va venir faire réapparaître nos paragraphes uniquement lorsque le form group aura une classe invalide. Et dans ce cas, on remet un display bloc sur le paragraphe. Donc si on retourne dans le navigateur, pour l'instant, on n'a plus nos paragraphes. Par contre, si on remet une classe invalide sur le premier form group, eh bien, on a la bordure sur l'input et on a également le message d'erreur qui réapparaît. On se débarrasse de la classe et on va terminer avec le bouton. On vient chercher le bouton. On va lui mettre un display bloc. Au niveau de la largeur, on va mettre 40%. On va rajouter un peu de padding à l'intérieur, 0,7 rem. À nouveau, on va mettre de l'arrondi dans les coins, 0,6. Pour l'épaisseur de la police, on va remettre du gras. Pour la couleur, on va mettre du blanc. Et par contre, pour l'arrière-plan, on va mettre dark cyan. Au niveau de la taille de la police, on va mettre un rem. On va se débarrasser de la bordure qui existe par défaut sur les boutons. On va rajouter un pointeur au niveau du curseur, comme ça l'utilisateur verra bien qu'il s'agit d'un bouton sur lequel il peut cliquer. Et on va venir rajouter une marge au-dessus du bouton. On va mettre 2 rem. Et par contre, sur les côtés, on va venir centrer notre bouton au milieu du formulaire. Donc on va mettre auto à gauche et à droite. Si on retourne dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient pour le bouton. Alors on pourrait rajouter une petite transition lorsque l'on passe notre curseur au-dessus du bouton. Donc lorsque on passe le curseur au-dessus du bouton, on va changer la taille, on va changer l'échelle, on va mettre 1,2 et ici on va juste rajouter une petite transition sur la propriété scale. On va mettre 0,1 seconde et au niveau de la fonction de timing, on va mettre is in out. Si on retourne dans le navigateur, quand on passe le curseur au-dessus, on a bien notre petite animation. Et enfin, on va également s'occuper
du cas où le bouton est désactivé. On se rappelle qu'au niveau du HTML, on a bien rajouté l'attribut disabled. Donc on va pouvoir gérer ça au niveau du CSS. Lorsque notre bouton est désactivé, eh bien déjà on va changer le curseur, on va mettre non autorisé. Et lorsque on va passer notre curseur au-dessus du bouton qui est désactivé, eh bien on va laisser l'échelle à 1. Et par contre, on va venir changer la couleur pour venir griser le bouton. Si on retourne dans le navigateur, dès qu'on passe le curseur au-dessus, on a bien notre bouton qui est grisé et on a le curseur qui montre qu'on ne peut pas cliquer pour l'instant sur le bouton. Et c'est tout pour le CSS. Maintenant, on va pouvoir passer au JavaScript. On retourne dans VS Code et on va aller dans le fichier JavaScript. On va commencer par récupérer les inputs. Alors pour ça, on utilise Query Selector All et on vient récupérer tous les inputs. Ensuite, on va récupérer de manière séparée les deux champs qui concernent le mot de passe. On les récupère de manière séparée parce que pour le mot de passe, on a cette histoire de confirmation du mot de passe. Donc on va avoir un traitement un peu différent. Alors on récupère les deux champs. On a un premier champ avec un identifiant password et on a un deuxième champ avec un identifiant confirme password. En dessous, on va pouvoir récupérer le bouton qui va nous servir pour valider le formulaire. Ensuite, on va créer notre fonction principale, initApp, qui va être déclenchée au lancement de l'application. Alors pour ça, on attache un écouteur d'événements sur le document et lorsque le contenu du DOM est chargé, on vient déclencher initApp. Et dans cette fonction, on va commencer par créer un objet dans lequel on va stocker toutes nos expressions régulières. Alors je vais venir dans le code terminé et je vais coller directement les expressions régulières et on va les décortiquer ensemble. Alors on va commencer par la première qui concerne le nom d'utilisateur. On va regarder la fin de l'expression régulière et ici on comprend que pour cette expression, il nous faut entre 5 et 10 caractères. Et au niveau des caractères, on va avoir des caractères alphanumériques. Alors si on décompose, on a le droit à des caractères majuscules entre A et Z, ensuite des lettres minuscules entre A et Z, et on a également le droit d'utiliser des chiffres. Et donc on a bien toutes les conditions pour l'utilisateur, le nom d'utilisateur. Ensuite, la deuxième expression régulière, celle-ci est beaucoup plus compliquée. Alors à nouveau, on commence par la fin. Pour cette expression, on a un nombre minimum de caractères qui est fixé à 8. Par contre, on n'a pas de valeur maximale pour le nombre de caractères. Ensuite, eh bien, à nouveau, on va pouvoir utiliser des caractères alphanumériques, donc c'est-à-dire des lettres majuscules entre A et Z, ensuite des lettres minuscules entre A et Z, ensuite également on peut utiliser des chiffres, et ensuite on peut également utiliser toute une série de caractères spéciaux. Et donc si on reprend le début de l'expression régulière, on remarque qu'à chaque fois on a des groupes qui commencent systématiquement par un point d'interrogation et un signe égal. C'est ce qu'on appelle des positive lookahead. Et donc qu'est-ce que ça va faire au niveau du match? Eh bien ça va capturer tout ce qui se trouve à la suite de l'expression entre parenthèses, sans pour autant capturer ce qu'il y a dans l'expression entre parenthèses. Et donc pour chacun de ces groupes, on a systématiquement l'utilisation de l'étoile, qui veut dire 0 ou plusieurs caractères, et à chaque fois, on a une spécification. Donc pour le premier, on a des lettres minuscules, pour le deuxième groupe, on a des lettres majuscules, pour le troisième, on a des chiffres, et pour le quatrième, eh bien, on a la suite de caractères spéciaux. Donc pour faire simple, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, ça veut dire que à chaque fois, pour chaque groupe, il va nous falloir, ici dans le premier cas, eh bien, au minimum, une lettre minuscule entre A et Z. Pour le deuxième groupe,
il va nous falloir au minimum une lettre majuscule entre A et Z. Pour le troisième, il va nous falloir au minimum un chiffre. Et pour le quatrième, il va nous falloir au minimum un caractère spécial. Et donc, comme ça, on a toutes les conditions requises pour notre mot de passe. Ensuite, on a l'email. Alors, cette expression régulière, elle est un peu plus simple. On a d'abord la première partie de l'email avec les caractères alphanumériques. Pour cette première partie d'email, on a également le droit d'utiliser des points ou des tirets. Et ici, on a le symbole plus, qui veut dire que il nous faut au minimum un caractère ou plusieurs. Donc, au minimum un caractère pour ce premier groupe. Ensuite, on a le arrobase, et on arrive à la deuxième partie de l'email. À nouveau, on a des caractères alphanumériques, et on a également le droit d'utiliser des tirets. Et à nouveau, il nous faut un ou plusieurs caractères pour cette deuxième partie de l'email. Ensuite, on arrive au point, qui est bien échappé avec un anti-slash. Et après le point, on a la dernière partie de l'email. Alors là, il faut une minuscule, et on a le droit entre 2 et 8 caractères pour cette dernière partie d'email, qui correspond au nom de domaine. Donc c'est le .fr, .com, .eu, etc. Et enfin, on a le téléphone. Alors pour le téléphone, on va avoir le droit à 4 groupes de 2 chiffres entre 0 et 9. De manière optionnelle, avec le point d'interrogation entre les groupes de chiffres, on va pouvoir mettre soit un tiret, un point, ou 2 points, ou un espace. Donc ça va être de manière optionnelle entre les groupes de 2 chiffres. Et au début de l'expression régulière, on a, eh bien, soit un 0, ou bien un plus 33 qui est échappé. À nouveau, on échappe le signe plus avec l'anti-slash. Et à la suite de quoi, on a un chiffre entre 1 et 9. Et donc comme ça nous fait bien soit 0,6 ou 0,7, ou bien plus 33,6, plus 33,7, etc. Et donc on a bien toutes les conditions requises pour le téléphone. Alors juste en dessous, on va pouvoir créer un deuxième objet qui va nous permettre de suivre à la trace notre formulaire. On va reprendre les différents champs, et comme au départ on aura un formulaire vierge, eh bien on va laisser des chaînes de caractères vides pour les différentes valeurs. Et donc au fur et à mesure, on va venir modifier cet objet forme en fonction de ce que l'utilisateur a rentré pour les différents champs. Donc on va venir enregistrer dans l'objet forme la valeur renseignée par l'utilisateur pour le champ qui correspond. C'est véritablement un objet qui va permettre de suivre l'évolution de l'état du formulaire. En dessous, eh bien, on va pouvoir rajouter des écouteurs d'événements sur nos différents inputs. Donc on vient boucler sur le tableau d'input et on attache un événement sur chaque input de type keyUp. Et comme ça, dès que l'utilisateur va presser une touche du clavier, on va venir déclencher une fonction validate. Donc on va créer par la suite cette fonction validate, mais en tout cas, on va lui passer 2 arguments. Le premier, ça va être le champ que l'utilisateur essaye de modifier, donc autrement dit, la target de l'événement. Et le deuxième, ça va être l'expression régulière associée au champ. Alors pour récupérer la bonne expression régulière, celle qui correspond au champ que l'utilisateur essaye de modifier, eh bien on va prendre notre objet que l'on a créé juste au-dessus, et au niveau de la clé, eh bien on va aller chercher la valeur de l'attribut name pour le champ en question. Alors si on revient dans le HTML, on se rappelle que effectivement pour chaque input, on a bien renseigné un attribut name avec à chaque fois les valeurs correspondantes. Donc on a username, email, password, confirm password et phone. Et donc si on revient dans le JavaScript, on va récupérer ici la valeur de l'attribut name pour le champ en question, et ça va correspondre avec les clés
de notre objet expression que l'on a créé juste au-dessus. Alors bien évidemment, pour que ça fonctionne, il faut renseigner exactement les mêmes valeurs pour les clés et pour les attributs name. Autrement, ça ne fonctionnera pas. En tout cas, nous, c'est ce que l'on a fait ici, donc on devrait récupérer la bonne expression régulière. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à créer la fonction validate. Et ici, on a bien deux paramètres. Le premier, c'est le champ, et le deuxième, c'est l'expression régulière. Et on va d'abord traiter tous les cas qui sont différents du champ confirm password. On l'a dit au début, le champ confirm password est un peu particulier. Donc, on va d'abord traiter tous les autres cas. Et pour ça, on va rajouter une condition, on va s'assurer que le nom du champ est bien différent de confirm password. Et là, on va pouvoir effectuer le test avec notre expression régulière. Donc on prend l'expression régulière associée au champ, on la teste, et au niveau de la valeur testée, eh bien, on va renseigner la valeur que l'utilisateur a mis dans l'input en question. Alors, on a deux scénarios possibles, soit le test passe, soit le test échoue. Si le test échoue, eh bien, on va pouvoir revenir au niveau du parent de l'input, c'est-à-dire au niveau de la div form group. On va aller dans la liste des classes et on va pouvoir rajouter une classe invalide. Le test a échoué, donc on rajoute la classe invalide sur la div form group. Autrement, eh bien, si le test passe, on peut faire l'opération inverse, c'est-à-dire supprimer la classe invalide sur la div form group. Et dans la foulée, ce que l'on va faire, c'est rajouter la valeur renseignée par l'utilisateur dans notre objet form. Donc on prend notre objet form, on va aller chercher la bonne clé, c'est-à-dire celle qui correspond au nom du champ, et on va renseigner la valeur que l'utilisateur a renseignée. Donc comme ça, on vient bien mettre à jour notre objet form avec la valeur que l'utilisateur a renseignée. Puisqu'il s'agit d'une valeur correcte, on peut venir la rajouter dans notre objet form. Alors par contre, dans le cas où le test échoue, eh bien, on va réinitialiser la valeur. Donc ici, on va venir remettre une chaîne de caractères vide. La valeur n'est pas bonne, donc elle n'a pas à être dans l'objet form. Et on va déjà pouvoir tester et vérifier que tout ça fonctionne correctement. Donc on revient dans notre navigateur et on va faire le premier essai. Et vous voyez qu'on a bien notre classe qui vient se rajouter sur la div form group. On a la bordure rouge et le paragraphe qui s'affiche. Par contre, dès qu'on renseigne la bonne valeur, ça fonctionne. Et ça va marcher directement pour tous les champs, exception faite de notre champ confirm password. Donc on va pouvoir passer à la suite. On va pouvoir retourner dans le JavaScript et on va traiter maintenant le cas du mot de passe. Alors ici, on va rajouter une nouvelle condition et on va pouvoir aller regarder si la valeur du mot de passe est différente de la valeur de confirm password. Alors ça, on se rappelle que tout en haut du fichier JavaScript, on avait été récupérer ces deux inputs spécifiquement, donc on va pouvoir les utiliser ici. Donc ici, on regarde le cas où la valeur du mot de passe est différente de la valeur de confirm password. Alors on pourrait également rajouter une autre condition qui va faire afficher également des messages d'erreur. C'est le cas où l'un des deux champs est vide, que ce soit password ou confirm password. Donc si on a l'un des deux champs qui est vide, autrement dit une valeur avec une chaîne de caractères vide, donc ça c'est pour soit le mot de passe ou bien confirm password, et bien dans ces deux cas également, on a un message d'erreur. Et donc qu'est-ce que l'on va faire? On va prendre confirm password, on va remonter au niveau du parent, donc au niveau de la div form group,
on va aller dans la liste des classes et on va rajouter la classe invalide. Autrement, eh bien, on vient faire l'opération inverse. On supprime la classe invalide. Alors, si on tombe dans le cas où effectivement nos deux valeurs sont bien identiques, eh bien, on va pouvoir rajouter dans notre objet forme la valeur renseignée par l'utilisateur au niveau de la clé confirme password. Donc, au niveau de la clé confirme password, eh bien, on vient renseigner la valeur que l'utilisateur a mise dans le champ. Par contre, si on est dans le cas d'une erreur, eh bien, on va pouvoir, comme précédemment, réinitialiser la valeur du champ en remettant une chaîne de caractères vide au niveau de notre objet forme pour la clé confirme password. Donc maintenant, ça devrait fonctionner également pour le mot de passe. Alors, on va faire un essai rapide. Et cette fois-ci, vous voyez que ça fonctionne correctement pour le mot de passe. Alors, notez d'ailleurs au passage que ici, si on revient dans notre condition, on n'a pas besoin de refaire les choses au niveau du champ password. Ici, on traite uniquement confirme password, puisque au final, on a déjà fait les choses pour le champ password. Dans cette première condition ici, en fait, le seul cas que on ne traitait pas jusqu'alors, c'était le champ confirme password. Et ici, on vient le traiter avec cette deuxième condition. Donc maintenant, il nous reste une chose à faire. Si on retourne dans le navigateur, une fois que tous les champs sont validés, eh bien, on devrait pouvoir cliquer sur le bouton s'inscrire. Mais pour l'instant, le bouton reste invalide. Donc on va pouvoir rajouter une dernière condition ici dans notre fonction validate. Et on va pouvoir aller regarder si tous les champs sont valides. Donc pour ça, on va prendre la méthode values sur object. Et ici, on va passer notre formulaire. Et comme ça, on va récupérer un tableau avec toutes les valeurs pour notre objet form. Comme on a un tableau, on peut utiliser une méthode d'ordre supérieur sur les tableaux, la méthode every, et on va aller regarder toutes les valeurs, et on va s'assurer que toutes les valeurs sont bien différentes d'une chaîne de caractères vide. Et si c'est le cas, ça veut dire que tous nos champs sont valides, il y a bien une valeur pour tous nos champs. Effectivement, on a été rajouter des valeurs dans notre objet form uniquement dans le cas où le champ était valide. Que ce soit pour tous les champs ou bien pour confirme password, on rajoute la valeur dans l'objet form uniquement lorsque le champ est valide. Donc ici, en vérifiant si on a bien des valeurs pour tous les champs, eh bien on vérifie en fait que tous les champs sont valides. Et donc si c'est le cas, eh bien on prend notre bouton et on va pouvoir mettre la propriété disabled à false. Alors on retourne dans le navigateur, on va faire un nouvel essai. On rentre les mots de passe et le téléphone. Et cette fois-ci, lorsque on passe le curseur au-dessus du bouton, eh bien le bouton est actif. Alors on va juste pouvoir valider le formulaire avec le bouton. Donc juste en dessous, toujours dans notre fonction init-app, eh bien on va attacher un écouteur d'événements sur le bouton de type clic. Ici, ce que l'on va faire, c'est que on va empêcher le comportement par défaut. On a affaire à un formulaire avec un bouton submit, et donc par défaut, normalement, on envoie ce formulaire vers le serveur. Nous, on va empêcher ce comportement par défaut, ce qui va éviter de rafraîchir la page. Et à nouveau, on pourrait effectuer un check pour vérifier qu'on a bien des valeurs dans notre formulaire. Donc on pourrait reprendre exactement la même condition que dans notre fonction validate. Ça fait une deuxième mesure de sécurité. Et ici, simplement, eh bien, on pourrait loguer
l'objet forme dans la console et surtout, eh bien, on va venir rajouter notre H2. Donc, on utilise Query Selector, on vient sélectionner le H2 et pour le faire apparaître, eh bien, on va dans la liste des classes et on rajoute la classe valide. On retourne dans le navigateur et on fait un dernier essai. On rentre tous les champs. On a le bouton qui est bien activé et si on clique dessus, on a notre H2 qui réapparaît dans le formulaire. Et si on regarde dans la console, on a bien notre objet avec toutes les valeurs. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur la validation instantanée. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de la série sur le web design.